Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, KJ No. KJ est journaliste, analyste politique, écrivain et enseignant, spécialisé dans la géopolitique et l'économie politique de la région Asie-Pacifique. KJ, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous et j'apprécie votre flexibilité concernant l'horaire. Bien sûr, je voulais discuter des implications ou des résultats de la récente rencontre entre le président Trump et le président Xi. Peut-être qu'avant d'approfondir certaines des significations plus profondes, vous pourriez exposer les points forts de la réunion qui vous ont le plus marqué. Ce serait très utile pour nos téléspectateurs. Eh bien, je pense que la principale leçon à retenir, c'est que les États-Unis ont cédé. Et vous savez, à gauche, nous nous rappelons de ne dire aucune contre-vérité et de ne revendiquer aucune victoire facile, car il n'y a pas de victoire facile. Mais cela ressemble clairement à un revers, pas un chaos, mais un revers. C'est vraiment le moment où le tyran réalise qu'il ne peut plus intimider personne. Plus précisément, les États-Unis avaient imposé des sanctions liées au fentanyl, menaçaient d'imposer de nouveaux contrôles à l'exportation, la fameuse règle des 50%, et d'augmenter le nombre d'entités sanctionnées. Ils avaient également appliqué des frais portuaires exorbitants, ainsi que de nombreuses autres mesures coercitives. Et ils ont essentiellement retiré toutes ces mesures. Tout a été retiré, et nous revenons à l'accord initial conclu à Madrid. Maintenant, en revenant à Madrid, rappelez-vous, c'était la suite des négociations commerciales de Genève, Londres et Stockholm. C'était donc le 4e cycle de discussion. Il y avait un accord pour gérer les différends par le dialogue et la coopération, et non par la confrontation. Et dès que cela a été terminé, les États-Unis ont imposé ces mesures extraordinairement restrictives visant la Chine, ajoutant des milliers d'entreprises chinoises à la liste des entités, menaçant d'appliquer des droits de douane de 100%, des frais portuaires unilatéraux, et ainsi de suite. Ils supprimaient également les règles de minimis, les articles de moins de $800 étant exemptés, et ainsi de suite. Toutes ces mesures étaient si extraordinairement agressives que la Chine a riposté, et elle a riposté durement. Ils ne se sont pas mis en colère, ils ont simplement répliqué. Il s'agissait des contrôles sur les terres rares qu'ils menaçaient d'imposer, comprenant également des contrôles secondaires et des restrictions sur les équipements de traitement, et ainsi de suite. Très similaire à ce que les États-Unis ont fait avec leur CHIPS Act et d'autres mesures de contrôle. Quand cela s'est produit, les États-Unis ont été stupéfaits. Ils l'étaient vraiment. Non seulement ils ont scellé, mais ils ont été choqués. On pouvait voir la désespérance. Et ils ont donc fait marche arrière. Vous savez, aux échecs, si vous menacez une pièce, puis retirez votre coup, si vous n'allez pas au bout, vous avez essentiellement perdu ce tour. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que la chaîne d'approvisionnement américaine a frôlé la mort. Elle était à quelques semaines d'un effondrement industriel. Et bien sûr, l'industrie automobile clignotait. Tous les signaux étaient au rouge. Rappelez-vous, les États-Unis se sont construits sur l'industrie automobile. Les États-Unis sont une culture de la voiture. Si vous demandez à un Américain, la première fois qu'il a fait quoi que ce soit, c'était dans une voiture. Les transitions de la vie se passent dans les voitures. On peut même se marier dans sa voiture.
happen in cars. You can get married in your car. The entire industrialization and urbanization. Toute l'industrialisation et l'urbanisation des États-Unis ont été conçues autour de la voiture. Donc quand l'industrie automobile menace de s'effondrer, sans parler de toute la chaîne d'approvisionnement, on sait que la situation est vraiment grave. On peut le voir, car tout le milieu des faucons anti-Chine est actuellement en colère, contrarié ou déprimé. Michael Furman, c'est, vous savez, le grand patron du principal think tank de l'État profond, le CFR, est furieux. Il traite Trump d'incendiaire et affirme qu'il a essentiellement détruit la grande stratégie américaine vis-à-vis de la Chine. Ils sont donc très en colère. Et quand l'État profond est furieux, c'est le signe que les choses vont dans la bonne direction. Une partie de cette colère et de cette frustration au sein de l'administration américaine provient de leur erreur d'évaluation concernant les forces et les faiblesses des États-Unis et de la Chine. Je veux dire, avant cette guerre économique, on entendait beaucoup parler de l'ampleur du marché des consommateurs américains, mais jamais de la taille du marché des consommateurs chinois. Maintenant, on commence à en entendre parler, que ce soit pour le soja ou pour le marché des puces Nvidia. De même, on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Et par on, je veux dire que les médias grand public n'en disaient rien. Bien sûr, ceux d'entre nous qui suivaient la situation de près le savaient déjà. Les gens découvrent maintenant davantage la force de la Chine dans les batteries arrière et d'autres domaines similaires. Si vous pouviez nous dire, puisque la plupart des analystes, et je pense qu'ils ont raison, qualifient cela de détente tactique plutôt que de réinitialisation stratégique, c'est-à-dire, en termes simples, une trêve à court terme, plutôt qu'une réparation à long terme de la relation. À l'avenir, quelles sont les forces et les faiblesses structurelles des États-Unis et de la Chine lorsqu'ils se font concurrence? Je pense que ce serait utile. Eh bien, les États-Unis conservent une force structurelle dans leur armée. Ils ont une force structurelle, si l'on peut dire, dans leur système financier. Ils détiennent presque un monopole sur le système financier mondial et leur économie est fortement financiarisée. Ensuite, ils possèdent, vous savez, une puissance considérable dans leur appareil de relations publiques et de propagande. En fait, je dirais que la plus grande force des États-Unis réside dans leur appareil de relations publiques, de publicité, de propagande et d'endoctrinement. J'irais même jusqu'à dire qu'ils contrôlent à la fois l'infrastructure et les algorithmes de la sphère mondiale de l'information médiatique. En somme, le plus grand pouvoir des États-Unis est celui de manipuler les esprits à l'échelle mondiale. C'est bien ce que c'est, en réalité. En fin de compte, vous savez, c'est là sa grande superpuissance. Mais en ce qui concerne l'erreur de calcul, les États-Unis se sont profondément et fondamentalement trompés à propos des tarifs douaniers, car ces derniers ne constituent pas une menace pour la Chine. En substance, il faut comprendre que la Chine exporte des biens vers les États-Unis et que les États-Unis exportent du papier vers la Chine. Ils exportent des dollars vers la Chine. Voilà le déséquilibre commercial. Et les États-Unis ont toujours supposé que parce qu'ils disposaient d'un vaste marché de consommateurs, ils avaient l'avantage que la Chine leur était redevable. C'est totalement faux, car l'argent est fongible, la monnaie papier est fongible, mais les biens le sont rarement, sauf dans certaines circonstances, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque vous avez besoin d'un bien ou d'une ressource spécifique, qui peut ou non être remplaçable, la Chine peut simplement exporter ailleurs, ce qu'elle fait déjà. Même structurellement, économiquement, vous savez, la Chine exportait environ 13% de ses produits vers les États-Unis, et ce chiffre a considérablement diminué. Cela représente peut-être environ 2% du PIB chinois. En d'autres termes, la valeur de ce qu'elle exportait vers les États-Unis
est inférieure à la contribution d'une seule grande ville chinoise au PIB. Shanghai dépasse largement les exportations chinoises vers les États-Unis. Donc, de ce point de vue, si vous faisiez le calcul, je ne parle pas de mathématiques compliquées, vous verriez que ce n'est pas si significatif. Mais depuis que les États-Unis ont imposé les tarifs douaniers, la Chine s'est simplement réorientée et a considérablement augmenté ses exportations vers d'autres pays. Elle a réduit ses exportations vers les États-Unis et son excédent commercial a augmenté, tandis que son économie reste solide. Cela montre que les États-Unis ne sont pas déterminants ici. Ils n'avaient pas la force qu'ils pensaient avoir avec la menace des tarifs. Et vous savez, des tarifs de 100%, 145%, c'est du pur non-sens. Mais il faut aussi se rappeler que cette guerre tarifaire a commencé sous la première administration Trump et qu'elle avait été planifiée en 2 phases. Et la Chine, vous savez, a un peu capitulé lors de la première phase des droits de douane. Mais en réalité, ce qu'elle a fait, c'est se préparer au retour de Trump et à une deuxième série de guerres tarifaires. Essentiellement, lorsqu'on est dans une guerre tarifaire, une guerre cinétique ou une guerre hybride, la guerre est une compétition de courbes d'apprentissage, n'est-ce pas? Le camp qui apprend le plus vite gagne. Celui qui n'apprend pas, qui ne s'adapte pas, perd. Mais lorsque les États-Unis sont revenus, ils l'ont fait avec le même plan. L'exemple même de la folie. Faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. À ce moment-là, la Chine était déjà bien préparée et disposait de plusieurs contre-mouvements puissants. Ainsi, lorsque les États-Unis sont sortis en frappant fort avec leurs tarifs douaniers, cette fois encore pire, car il s'agissait de tarifs dispersés, tirant dans toutes les directions, y compris sur tous leurs alliés, la Chine s'est simplement baissée et a réagi rapidement. Elle s'est esquivée, puis a placé les États-Unis dans une prise d'étranglement, et cette prise concernait les terres rares. Les États-Unis ont très vite dû abandonner. C'était, littéralement, une expérience de mort imminente. Et si vous voulez que je vous explique pourquoi les terres rares sont irremplaçables, je peux aussi le faire. Bien sûr, oui. Étant donné que les terres rares ont fait tant parler d'elles dans l'actualité, et en lien avec ce que vous avez mentionné plus tôt à propos de l'industrie automobile américaine, au bord de l'effondrement et dépendante des terres rares, des batteries chinoises et ainsi de suite. Si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs le rôle central des terres rares dans la chaîne d'approvisionnement de production, ce serait très utile. Eh bien, je pense que la première chose à comprendre, c'est que Besson estime que l'avantage chinois dans le domaine des terres rares ne durera qu'1 à 2 ans. Il a dit que les Chinois avaient mis 25 ou 30 ans à le construire, mais que nous le ferions en 1 à 2 ans. Eh bien, je dirais que c'est une forme de folie, une sottise frôlant la folie. La raison en est que la Chine n'a pas mis 30 ans, mais en réalité 5 décennies, à développer son système de terres rares, son raffinage industriel et sa production d'éléments de terres rares. Cela remonte à 1972. Et la première chose à comprendre à propos des terres rares, c'est qu'elles possèdent des propriétés uniques. C'est le paramagnétisme, l'antimagnétisme et le magnétisme résistant à la chaleur si on les allie, la luminescence, la légèreté, et ainsi de suite. Et cela a à voir avec ce qu'on appelle, désolé, la chimie de base, la structure orbitale du bloc F des couches électroniques. Il n'existe aucune technologie sur la planète qui nous permette de manipuler de manière significative ces couches électroniques ou d'en imiter les propriétés. En d'autres termes, il faut ces éléments, contrairement, par exemple, aux puces que l'on peut développer. Par conséquent, la seule façon d'obtenir des terres rares
est de les extraire, de les raffiner et de les traiter. On pourrait aussi les recycler à partir de composants existants, mais c'est en réalité très difficile à cause de la manière dont ils sont fabriqués. Ils ne sont pas facilement recyclables. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont incroyablement difficiles à raffiner, n'est-ce pas? Et les terres rares de qualité militaire sont encore plus difficiles à raffiner. Mais vous savez, encore une fois, les terres rares sont appelées lanthanides ou lanthanoïdes. Ce nom vient du mot grec lanthan, qui signifie caché, latent ou obscur. C'est parce qu'ils sont extrêmement difficiles à séparer et qu'on ne les trouve pas en concentration significative. Les plus courants des lanthanides, le cérium et le lanthan, se trouvent à des concentrations d'environ 60 et 30 parties par million dans la croûte terrestre. Et pour vous donner un point de comparaison, c'est à peu près la concentration de fer dans votre corps. Vous savez, nous avons de l'hémoglobine dans le sang, et ainsi de suite. Donc nous avons du fer dans le corps. Ainsi, la concentration d'éléments de terre rares dans la croûte terrestre est à peu près équivalente à la concentration de fer dans le corps humain. Ce sont les plus courants. Les plus rares atteignent à peine 1% de ces valeurs. Raffiner une quantité utilisable de métal à partir de tel niveau de concentration revient à construire une voiture en raffinant des cadavres humains ou du plasma, ou à essayer de bâtir une maison avec des briques faites de la saleté que vous lavez de vos jeans. Chaque fois que vous lavez vos jeans, il y a un peu de saleté, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous le faisiez suffisamment, en raffinant encore et encore, vous pourriez théoriquement construire une maison. Mais c'est incroyablement complexe, incroyablement répétitif et incroyablement énergivore. Et c'est incroyablement coûteux, vraiment coûteux. Vous savez, la Chine détient un monopole de plus de 90%, non seulement sur le traitement, mais aussi sur les procédés impliquant les terres rares. Et vous savez, les commentateurs américains aiment affirmer que la Chine a obtenu ce monopole parce qu'elle a des réglementations environnementales laxistes. C'est tout simplement l'insulte raciste des Chinois sales, utilisée comme cliché. L'idée qu'ils ont pris le contrôle des terres rares parce qu'ils se sont salis. Mais en réalité, l'une des principales innovations des Chinois, au cours d'un processus de 5 décennies, a été de rendre le raffinage plus propre et plus sûr. Et ils détiennent tous les brevets à ce sujet. Donc c'est pas facile. Et il faut aussi comprendre que les terres rares constituent un pilier essentiel de l'industrie de défense américaine. Autrement dit, le radar, le guidage, la navigation, le ciblage, l'interopérabilité interarmes, tout le champ de bataille en réseau dépendent des aimants, lasers et composants électroniques liés aux terres rares. C'est donc vraiment une menace ou un coup très sérieux pour les États-Unis. En fait, Scott Bessent y fait référence comme à une épée. Il l'appelle l'épée de Damoclès suspendue au-dessus des États-Unis. Il dit que nous pouvons nous en libérer en quelques années, mais il comprend que c'est une épée critique. Et l'autre aspect, c'est le moment choisi. Car il faut se rappeler que les États-Unis ont épuisé leur arsenal militaire à cause de leur récente guerre contre l'Irak et à cause de leur génocide récent et continu contre les Palestiniens. Et en raison de la guerre qui se poursuit en Ukraine, ces stocks s'épuisent. Et pour les reconstituer, tous ces systèmes ont besoin de terres rares, des centaines de livres à plusieurs tonnes, selon la plateforme d'armement. Et le pays n'a tout simplement pas les réserves, ni même la chaîne d'approvisionnement nécessaire. C'est pourquoi la situation est si menaçante. Mais il faut aussi comprendre que Bessent et de nombreux commentateurs semblent penser « Oh, nous allons simplement réindustrialiser. » Toi et moi savons bien que cela n'arrivera pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, car les États-Unis se sont désindustrialisés depuis 50 ans.
Pendant la même période où la Chine s'industrialisait, les États-Unis se désindustrialisaient pendant plus d'un demi-siècle. Et nous en connaissons la logique. Vous savez, le capital monopolistique se financiarise. C'est une voie à sens unique sur la carte du capitalisme. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. On ne peut pas nager à contre-courant, contre le temps, contre la marée. À moins que les États-Unis ne fassent ce que la Chine a fait, vous voyez. Je veux dire, très simplement, General Motors est une entreprise américaine de fabrication automobile. Mais ce qu'elle fait surtout, c'est vendre des prêts plutôt que de fabriquer des voitures. C'est là que se trouve son principal secteur d'activité. Vous achetez un ordinateur Apple, on vous proposera un paiement échelonné. Aux États-Unis, si vous achetez un burrito, un sandwich roulé, on vous demandera si vous voulez le payer en 4 versements faciles, n'est-ce pas? Ainsi, même le déjeuner que vous commandez est en train d'être financiarisé. Cela vous dit 2 choses. Tout est en train d'être financiarisé. Et cela montre aussi que les classes laborieuses sont tellement appauvries qu'elles doivent emprunter de l'argent, s'endetter, simplement pour déjeuner. C'est la logique inexorable du capitalisme. L'argent engendre des marchandises, engendre M', plus d'argent, et c'est désormais transformé en argent générant plus d'argent, ou en argent réclamant simplement plus d'argent, de M à M'. C'est la structure dans laquelle nous vivons. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut défaire. On ne peut pas remonter le temps. À moins que, et réfléchissons-y, vous savez, les gens disent enfin, pensons à la Chine. Ce que la Chine a fait, c'est introduire des éléments de capitalisme de marché afin de battre le capital à son propre jeu. Maintenant, la question est, le capitalisme américain peut-il mettre en œuvre le socialisme pour rivaliser avec la Chine? Parce que c'est ce qu'il devrait faire s'il veut se réindustrialiser. Et techniquement, oui. Bien sûr, nous savons, comme nous l'avons dit, que les entreprises monopolistiques ne se font pas concurrence sur les marchés. Elles planifient. Et cette planification ressemble à ce qui pourrait techniquement se produire dans un système socialiste planifié. Mais malheureusement, ce qu'elles planifient, ou plus précisément ce qu'elles manigancent, ce sont des choses indésirables. Elles produisent des maux sociaux. Ils planifient pour les maux sociaux, pas pour les biens sociaux. Et c'est là le problème. Bien sûr, techniquement, rien ne les empêche d'être reprises par l'État en tant que service public, une fois qu'elles atteignent ce stade de monopole. Je pense qu'il y a un bon argument pour que ces entreprises de médias sociaux deviennent des services publics. Mais en pratique, il n'y a ni volonté politique, ni pouvoir politique pour que cela se produise. À moins d'une révolution. Donc en pratique, non. Et l'autre chose à comprendre, et je le souligne toujours, c'est que les États-Unis ne se sont pas simplement déqualifiés ou désindustrialisés. Ils se sont déqualifiés dans le sens où ils ont rendu tout le monde ignorant et stupide. Et c'est ce que fait le capitalisme. Et vous savez, il y a 300 ans, le père du capitalisme, Adam Smith, l'avait prédit. Il parlait de la mutilation mentale causée par la division du travail sous le capitalisme. Il disait qu'une personne deviendrait aussi stupide et ignorante qu'il est possible pour un être humain de l'être. C'est ce contre quoi il mettait en garde, n'est-ce pas? Et nous avons récemment vu ces statistiques. Le QI a baissé. Il diminue d'environ 1 point tous les 4 ans. Seuls 5% des gens peuvent faire ce que 25% pouvaient faire en 1994. Quand j'enseigne à l'université ou en école doctorale, je le constate. L'écriture, le raisonnement, les niveaux de littératie baissent chaque année. On peut voir cette forme de déqualification, cette création d'une population de personnes peu instruites et ignorantes. Mais comme je l'ai dit, dans le capitalisme, la déqualification et l'abrutissement de la population sont en réalité nécessaires, n'est-ce pas?
Parce que, d'abord, on veut rendre les emplois et les employés interchangeables, qu'ils puissent être facilement remplacés, précarisés. On recherche donc cette interchangeabilité absolue et cette déqualification. Cela garantit aussi la conformité et la discipline, puisque tout le monde sait qu'il est immédiatement remplaçable. Et ensuite, on veut également empêcher la pensée critique qui remettrait en cause le système. On veut donc des gens stupides. Le système créé prospère grâce à et se maintient par l'ignorance, l'illettrisme et la stupidité. D'un autre côté, par exemple, si l'on compare avec la Chine, les Chinois dépensent 4 fois plus pour l'éducation que pour leur armée. Aux États-Unis, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Mais nous savons que le socialisme exige des personnes intelligentes et instruites. Il requiert des gens capables de penser de manière critique, des penseurs transdisciplinaires, créatifs, et il valorise le développement humain. Le socialisme a besoin de personnes intelligentes et en engendre, tandis que le capitalisme a besoin de personnes exploitables et en engendre. Et pour cela, il nécessite le sous-développement humain. Il exige la stupidité humaine. Il a besoin de gens désautonomisés, intimidés, exploitables et faciles à maltraiter. Et c'est pourquoi, tu sais, c'est là la contradiction fondamentale. Et c'est ce que des personnes comme Bézant ou Fromm n'aborderont jamais. Donc oui, cela ne se produira pas en 1 ou 2 ans. Et je doute même que cela arrive dans 5 à 10 ans. Et selon vous, quelle pourrait être la réaction des élites dirigeantes face à cette défaite? Je veux dire, à bien des égards, les États-Unis se trouvent désormais confrontés à un rival économique capable de leur infliger de réels dommages matériels et économiques. Depuis peut-être un siècle, plus d'un siècle même, ils n'avaient pas affronté un tel adversaire, et c'est la première fois qu'ils le font réellement. Cela met effectivement à nu les mensonges du capitalisme américain ou du capitalisme néolibéral. La première étape de cette mise à nu a eu lieu lors de la crise financière mondiale, mais je considère cette phase comme une extension et un approfondissement de cette crise. Car si la crise financière mondiale était dans une certaine mesure une crise financière, bien sûr liée à l'effondrement du marché immobilier, elle a un impact énorme sur le matériel de Thingler de ses propriétaires. Mais néanmoins, cela a été présenté comme une crise financière. Cette fois, cependant, cela impliquait le commerce, le transfert de technologie, le travail, et nous voyons des durcissements à l'encontre des visas H-1B. Ça touche toutes sortes de questions, tous les aspects de la société et de l'économie. Et les États-Unis ont échoué. Je veux dire, Donald Trump est arrivé au pouvoir en s'appuyant sur le mécontentement vis-à-vis de la mondialisation et du capitalisme néolibéral. Bien sûr, en répandant des mensonges. Et je m'attends à ce qu'ils en propagent encore davantage cette fois-ci. Selon vous, quelle serait la voie à suivre du point de vue des élites dirigeantes? Et comment les citoyens américains devraient-ils réagir face à cette crise? Ce sont donc 2 très très bonnes questions. Je veux dire, l'élite dirigeante américaine fait mine de vouloir créer une relation stable et un modus vivendi. Je pense que ce n'est pas honnête. Je ne crois pas que ce soit sincère. Creusez un tout petit peu sous leur langage et vous verrez qu'ils restent profondément attachés à leur idée d'hégémonie et de domination. Vous savez, un addict ne renonce pas facilement à son addiction. Et l'addiction des États-Unis, c'est une addiction au pouvoir, une addiction à l'hégémonie. En fait, nous savons que les empires impérialistes occidentaux reposent sur une relation extractive entre le centre et la périphérie, et qu'ils extraient chaque année gratuitement des milliers de milliards de dollars de richesse et des centaines de milliards d'heures de travail du Sud global. Jason Hickel a fait un excellent travail à ce sujet. Il en a quantifié une partie. Selon une estimation,
entre 60 et 150 000 milliards de dollars ont été prélevés gratuitement sur le Sud global depuis 1960. Une autre manière de le calculer consiste par exemple à estimer qu'environ 800 milliards d'heures de travail gratuits sont effectuées chaque année, soit l'équivalent de 17 000 milliards de dollars de travail au niveau de salaires occidentaux. Et tout cela se fait par des moyens néocoloniaux et néolibéraux, n'est-ce pas? Des traités inégaux, la propriété étrangère des ressources souveraines, des prêts extractifs, des monopoles de propriété intellectuelle, des rentes de monopole, la monnaie de réserve, ce privilège exorbitant. Et tout cela est soutenu par la menace de la violence. Maintenant, si les États-Unis renoncent à être un empire et deviennent simplement un égal dans l'ordre mondial, ils renoncent à tous ces biens gratuits. C'est comme un parasite qui devient une abeille ouvrière. Vous voyez, c'est comme le passager du pouce-pouce qui se met à tirer le pouce-pouce. C'est comme Puyi, le dernier empereur, devenu jardinier. Cela ne se fait pas facilement. Dans le cas de Puyi, il a fallu une révolution, puis 10 ans, une décennie de rééducation. La question est donc, l'Occident peut-il effectuer ce réajustement? Peut-il manger de l'amertume pendant des générations comme les Chinois? Sont-ils prêts à travailler dans des usines? Les élites le permettront-elles? Les dépendants peuvent-ils se sevrer de leur habitude du pouvoir? Ou, comme je l'ai déjà dit, peuvent-ils renoncer à leur contrôle sur la planète? Je crois que l'élite impériale dirigeante préférerait détruire la planète plutôt que de renoncer à son pouvoir et à ses privilèges. Mais vous savez, nous verrons bien. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de recalibrage en cours. Et vous savez, si vous regardez les médias occidentaux, ils disent que la Chine n'est plus subordonnée. C'est un égal. Il faut que nous l'acceptions. Et puis, encore une fois, des gens comme Michael Froman, dans cet article très virulent du Council on Foreign Relations, célèbre en quelque sorte l'incendiaire. Il dit qu'en fin de compte, seule une modification du comportement de la Chine stabilisera la relation bilatérale. Et ce dont il parle, c'est essentiellement du fait que la Chine doit changer son système. Donc, en réalité, ils n'ont pas abandonné. Et ils ne cherchent pas vraiment un véritable modus vivendi. Je pense que ce que nous voyons, c'est une remise à zéro tactique, une recalibration tactique, pendant qu'ils évaluent les dégâts de la bataille et essaient de se reconstituer pour un nouveau cycle. Et c'est pourquoi Besson ne cesse de dire « Oh, vous savez, ce n'est qu'un revers temporaire. 1 ou 2 ans, nous nous rétablirons, et ensuite tout ira bien. » Et Froman dit « Nous devons continuer à construire des coalitions économiques et militaires pour dissuader, c'est-à-dire agresser et surpasser, c'est-à-dire dominer, subjuguer la Chine. » Donc je ne pense pas qu'il y ait un changement d'état d'esprit, mais il y a certainement du mécontentement, certainement de la dépression et certainement de la colère. Et je suppose que cela a beaucoup à voir avec l'esprit impérial, cette obsession de ne pas renoncer aux privilèges impériaux. Je veux dire, cela ressemble aussi à des privilèges féodaux. Mais j'ai été frappé par ce qu'a dit le président Xi Jinping. Je veux dire, il le répète depuis longtemps, mais il a réaffirmé que la stratégie ou l'objectif du renouveau chinois n'est pas nécessairement incompatible avec une politique America First raisonnable, par laquelle il entend rendre l'Amérique à nouveau prospère. Je veux dire pas dans le sens où Trump l'entend, mais dans le sens où le développement véritable des États-Unis n'est pas incompatible avec le développement véritable de la Chine. Ainsi, il ne considère pas nécessairement les choses comme un jeu à somme nulle. Mais ce n'est pas ainsi que l'élite américaine le voit. Elle considère toute montée en puissance de la Chine comme une perte ou comme un coût pour l'ambition et l'empreinte impériale des États-Unis.
Et quelque chose de très important dans cette réunion, c'est aussi l'absence. Je veux dire, vous avez évoqué certains des sujets abordés pendant la discussion. La réduction du tarif lié au fentanyl de 20% à 10%, ce qui ramène effectivement les droits de douane globaux de 57 à 47, tout en restant nettement plus élevés. La suppression de certains frais liés à l'industrie du transport maritime, ainsi que certaines restrictions non tarifaires, comme vous l'avez mentionné. Mais au moins, une absence notable lors de cette réunion, c'était Taïwan. Et cela s'est produit quelques minutes avant que Trump n'annonce que les États-Unis allaient reprendre les essais nucléaires. Non pas seulement les livraisons d'armes qu'ils ont toujours effectuées, mais les essais nucléaires eux-mêmes. Ainsi, le camp Trump et les élites américaines ne parviennent toujours pas à accepter le fait historique que Taïwan fait partie de la Chine. Et ils sont encore prêts à aller jusqu'à la guerre, s'ils le souhaitent, à propos de Taïwan. Quelle est votre perception de la dimension géopolitique de la relation entre les États-Unis et la Chine, qui bien sûr n'a pas été abordée dans ces discussions, mais plane en arrière-plan? Oui. Encore une fois, c'est un commentaire très très important. Et vous savez, encore une fois, vous avez tout à fait raison. Les élites américaines considèrent leur relation avec la Chine comme un jeu à somme nulle. En fait, Kurt Campbell s'est adressé à un groupe de diplomates chinois et leur a dit en face, alors qu'il parlait de gagnant-gagnant. Il leur a dit, votre gagnant-gagnant, c'est des conneries. Ce qui, en termes de décorum diplomatique, est une chose assez folle à dire. Mais, vous savez, c'est aussi l'homme qui a déclaré qu'il déclencherait une magnifique symphonie de mort en Asie. Il l'a dit publiquement. Cela vous montre donc ce que pensent les élites impériales dirigeantes et vers quoi elles sont fondamentalement orientées. Le test nucléaire juste avant la réunion est très très intéressant, car c'est une forme de communication que les États-Unis utilisent toujours avant leur rencontre. On l'a vu très clairement avec l'administration Biden. Avant la réunion, ils font quelque chose d'incroyablement agressif. Pendant la réunion, ils tiennent des propos aimables, puis immédiatement, ou peu de temps après, ils refont quelque chose d'extrêmement agressif. Ils réescaladent à nouveau. C'est un comportement de type Jekyll et Hyde, une sorte de routine du bon et du mauvais flic. Et je crois que ça fait en réalité partie de la boîte à outils diplomatique des États-Unis. Cela découle de leur doctrine de contre-insurrection, qu'ils développent depuis plus de 20 ans au sein du Sénat. En somme, c'est cette vieille idée selon laquelle on joue à Jekyll et Hyde, on manipule la personne qu'on cherche à dominer. Un jour, vous leur offrez des fleurs, un autre des chocolats, et le lendemain, vous leur administrez des coups. Ce sont des chocolats et des coups, des fleurs et des coups, encore et encore. C'est une manière de démoraliser et de troubler les gens, de les saper. Vous savez, je pense que McMaster en a donné la meilleure expression lorsqu'il a dit « Ce que nous faisons, c'est que nous arrivons, nous sommes polis, nous sommes professionnels et nous avons un plan pour tuer tout le monde. » Voilà, en résumé, la stratégie de contre-insurrection et de guerre psychologique. Par exemple, lorsque le président Trump a rencontré Xi Jinping à Mar-a-Lago il y a 6 ans, au milieu du dîner, alors qu'il dégustait, selon lui, ce gâteau au chocolat somptueux et luxueux, ils ont tiré des missiles sur la Syrie et ont chuchoté cela à l'oreille de Xi Jinping. Vous savez, pendant qu'il mange le gâteau au chocolat, il lui dit « Nous venons de bombarder la Syrie ». L'idée, c'est, vous voyez, de le faire s'étouffer avec le gâteau au chocolat. Et on retrouve un écho de cela. Juste avant d'entrer en réunion avec la Chine, on annonce qu'on va reprendre les essais nucléaires. Le problème, c'est que les États-Unis ne sont en réalité plus capables de faire des essais nucléaires. Du moins, pas avant des années.
ils n'en ont tout simplement plus la capacité ni les moyens. Cette perte progressive de compétences dont j'ai parlé s'est aussi traduite dans le domaine des essais nucléaires. Et tout se fait désormais par simulation. Ils n'ont plus la capacité, tu sais, de faire un essai souterrain, ou même un essai en surface, ou quoi que ce soit. Et même s'ils le pouvaient, il leur faudrait des années pour se préparer. Ils devraient rappeler tous leurs anciens ingénieurs à la retraite et les faire retravailler. Mais cela illustre à la fois leur schizophrénie et leur tentative continue de mener une guerre psychologique, ce qui est un autre signe qu'ils n'ont pas changé de nature. Ils ont été temporairement désarmés, temporairement dégriffés. Leurs griffes ont été retirées avec la menace des terres rares, mais ils n'ont toujours pas changé. Et tu sais, en fin de compte, leur dernier atout ou leur ultime recours, c'est la guerre nucléaire. Je pense qu'ils sont capables et disposés à mener une guerre nucléaire. Donc tout cela se résume, par exemple, aux droits de douane. Les droits de douane sont censés être de 47%. Mais souvenez-vous qu'il faut en faire la moyenne, car il existe de nombreuses exemptions. Si l'on regarde le taux effectif réel, il est probablement d'environ 27,8% selon la Yale Budget Review. Et si l'on retire 10% pour ce qu'on appelle la réduction fentanyl, alors la Chine fait face à un taux de droits de douane effectif de 17,8%, ce qui est en fait, vous savez, raisonnable par rapport à d'autres pays, y compris les alliés des États-Unis. Je veux dire, le Japon a dû céder 550 milliards pour obtenir ce taux réduit. Le Brésil et l'Inde font de toute façon face à des taux bien élevés. Des taux bien plus élevés, n'est-ce pas? Donc, les États-Unis, vous savez, intimident leurs alliés ou leurs alliés potentiels, tout en essayant de se montrer conciliants avec la Chine. Et cela, encore une fois, comme je l'ai dit, est dû à l'expérience de quasi-mort qu'ils ont vécue à propos des terres rares. Mais il faut aussi comprendre que la Chine n'a pas levé les contrôles sur les terres rares à usage militaire. Ceux-ci ont été imposés en avril de l'année dernière. Les 6 éléments de terres rares lourds, à usage militaire ou à double usage. Ils restent soumis à un contrôle strict, et je doute sérieusement que la Chine renonce à ce contrôle, car elle sait ce que les États-Unis préparent. En ce moment, les États-Unis se trouvent dans une situation difficile, car ils ont épuisé leurs réserves, avec 3 guerres ou 2 guerres et un génocide. Et ils doivent se reconstruire au plus vite. Mais ils dépendent de la chaîne d'approvisionnement chinoise pour y parvenir. La Chine ne va pas leur accorder cela. Elle a déclaré explicitement que pour des raisons de sécurité nationale, elle contrôlait les éléments de terres rares. Et bien qu'il y ait un sursis d'1 an ou une année de probation pour les États-Unis, durant cette période, la Chine va simplement renforcer ses procédures administratives. Ainsi, la prochaine fois que la question se posera, 1 an plus tard, les règles seront encore plus strictes et plus rigoureuses. Et donc je pense que, vous savez, les États-Unis sont dans une position de faiblesse. On peut aussi voir que la Chine exerce une pression sur les vassaux et alliés des États-Unis. Norinco est une entreprise chinoise d'armement, on l'appelle parfois le McDonnell Douglas de l'Asie. C'est en quelque sorte l'intendant asiatique de la guerre en Ukraine. Et les Chinois leur ont imposé des sanctions. Je ne crois pas que celles-ci aient été levées, ni qu'elles le seront, car ils ont collaboré avec les États-Unis pour sanctionner la Chine. Ainsi, Hanwha, l'entreprise coréenne d'armement, est en grande difficulté, tout comme les filiales américaines. Et puis Nexperia, vous savez, les Néerlandais, l'entreprise chinoise qui se trouvait aux Pays-Bas, a mené une sorte d'OPA hostile et a tenté de saisir des fonds chinois par des mesures d'urgence. Et les Chinois leur ont essentiellement dit d'aller se faire voir. Ils vont faire toute la production en Chine
et les Pays-Bas se retrouvent avec la coquille vide de l'entreprise. C'est comme lorsque vous avez des jumeaux siamois et que vous les séparez. L'un reçoit le cœur et l'autre non. Et les Néerlandais ont décidé de redoubler d'efforts dans leur découplage avec la Chine, et ils vont en payer le prix très très cher. Ce sont des décisions très imprudentes. Mais, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque le tyran se frustre, il va d'abord s'en prendre à ses acolytes. S'il ne peut pas intimider la cible principale, il intimidera l'acolyte. Donc maintenant, les Néerlandais vont y passer, et les autres alliés aussi. Le Japon a dû verser, vous savez, 550 milliards de dollars aux États-Unis. La Corée faisait l'objet d'un chantage pour 350 milliards. Ils ont réussi à négocier à la baisse. Mais tout cela revient à dire que les États-Unis se retournent contre leurs alliés. Comme l'a dit Kissinger, il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis et fatal d'en être un allié. Et ils commencent tous à le voir et à le comprendre. Alors, vous savez, en ce moment, il y a une sorte de réajustement tactique, mais je pense que l'effusion de sang n'est pas terminée. Et cette effusion de sang se fera sentir tout autour des alliés des États-Unis. Ils doivent comprendre qu'ils doivent agir différemment. Pour vous donner un peu de contexte historique, dans les années 1920, la communauté afro-américaine a construit une ville prospère, souvent appelée Black Wall Street. C'était un endroit où l'on trouvait des hôpitaux, des cabinets d'avocats, des médecins et des dentistes afro-américains. C'était une communauté florissante et prospère. Et la communauté blanche l'a réduite en cendres. Ils ont tué au moins 300 personnes, blessé des milliers d'autres, et l'ont complètement détruite. Pourquoi? Eh bien, le prétexte était qu'un homme afro-américain avait regardé de travers une opératrice d'ascenseur et qu'il voulait le punir. Mais en réalité, il ne supportait tout simplement pas l'idée de la richesse noire. Comment ces Noirs, ces Afro-Américains, leurs anciens esclaves, pouvaient-ils devenir avocats, médecins, dentistes et, vous savez, avoir leur propre économie, ne pas leur être subordonnés? Et c'est le même état d'esprit que les États-Unis apportaient à la Chine. Ils voulaient élever la Chine, puis la réduire en cendres, comme ils l'ont fait à Tulsa, dans l'Oklahoma, lors du massacre de Tulsa. Mais la Chine a montré qu'elle ne se laisserait pas intimider, qu'elle ne peut pas être intimidée. Et les États-Unis reculent face à cela. Pourtant, ils n'y ont pas encore renoncé. Je pense qu'ils se cachent et attendent leur heure, cherchant d'autres moyens d'attaquer. Si ce n'est pas le Venezuela, alors le Nigeria, puis un autre pays. Ils cherchent d'autres endroits à déstabiliser et à renverser, surtout autour de la périphérie de la Chine, pour voir s'ils peuvent créer ce genre de capitalisme sans loi, de type mafieux, tout autour d'elle. Souvenez-vous, le Myanmar est revenu à une forme de capitalisme mafieux fondé sur la traite d'esclaves, avec des escroqueries en ligne gérées par des esclaves. C'est vraiment un retour fondamental à l'accumulation primitive, à un pur gangstérisme, que nous avons vu par exemple au Manchukuo et dans tout le Myanmar, mais aussi à de nombreuses étapes du développement capitaliste précoce. On y est revenu. Et donc, vous savez, je pense que les gants sont tombés. And so, I think that, the gloves are off. They're going to just look for other ways and other means. Ils vont chercher d'autres moyens et d'autres façons d'essayer de saper la montée du Sud global multipolaire. Et le rôle, selon moi, des populations du Nord global est d'abord d'empêcher les États-Unis et les pays occidentaux d'entrer en guerre, car c'est leur ultime recours, c'est ce qu'ils prévoient. Ensuite, la deuxième tâche, plus subtile mais plus difficile, consiste à démagnétiser et décoloniser leurs esprits. Parce que les États-Unis considèrent l'esprit comme un champ de bataille. Ils estiment que l'enjeu le plus important est de dominer le récit. Afin de pouvoir commencer à, il faut une domination informationnelle ou une domination narrative avant de pouvoir s'engager dans une guerre cinétique.
information dominance or narrative dominance before you can engage in kinetic war. And so if you can prevent them, Ainsi, si vous pouvez les empêcher, empêcher cette domination cinétique, cette colonisation de l'esprit, cette fabrication du consentement à la guerre, cette fabrication de la haine pour la guerre, alors vous avez une chance d'empêcher la véritable guerre cinétique. Et c'est là que les médias deviennent vraiment importants, en particulier les médias alternatifs comme le vôtre. J'ai remarqué qu'il existe des sections ou des secteurs de ce qu'on appelle les médias alternatifs, qui génèrent de la haine envers le Sud global, attaquant les BRICS, attaquant la Chine, attaquant tous les pays du Sud global. Pourquoi ne font-ils rien? Ils doivent être plus agressifs. Ils font quelque chose. Ils avancent à leur propre rythme. Ils construisent leur structure de pions. Ils ne vont pas plonger tête baissée dans un gambit agressif et sacrifier leur reine. Ils développent leur structure de pions et la font progresser lentement. 15 coups de pion en ouverture. Mais une fois cela accompli et que tout devient de plus en plus solide, ils réagiront de manière appropriée. C'est ce que l'on observe avec la réponse de la Chine concernant les éléments de terre rares. Ils se sentent suffisamment forts et stables pour pouvoir réagir de façon très, très ferme, et les États-Unis se lèvent et prennent note. En fin de compte, ce que le Nord global doit faire, c'est soutenir les expériences souveraines, socialistes et progressistes du Sud global, plutôt que de les attaquer, car c'est là que naissent l'espoir et les possibilités. Il existe de multiples expériences, toutes différentes, mais il se passe quelque chose d'organique, d'important et de fondamentalement transformateur. C'est potentiellement la transformation de 500 ans de colonialisme et d'impérialisme occidentaux. C'est une possibilité optimiste. Mais si depuis l'Occident, on se contente de rejoindre et de collaborer tout en répétant les clichés de la CIA et du département d'État, alors on fait clairement partie du problème, pas de la solution. En fin de compte, je crois que ce que l'Occident doit faire, c'est changer son système. Comme je l'ai dit, un système socialiste développe les êtres humains. Un système capitaliste les exploite. Ce que le Nord global doit faire, c'est cesser de se mentir à lui-même, cesser de se bercer d'illusions, et les peuples du Nord global doivent changer leur système de toutes les manières possibles, en commençant par refuser d'adhérer aux mensonges et de répéter les récits de propagande conçus pour renverser les mouvements possibles et prometteurs du Sud global. C'est une bonne façon de conclure. Mais si je pouvais poser une dernière question, étant donné l'importance que j'accorde à votre remarque sur la nécessité de construire une solidarité à travers le Sud global. Comme vous, je vois qu'il y a des lueurs d'espoir dans le Sud global. Nous voyons en Asie de l'Ouest notamment de nouvelles manières de survivre face à l'Empire. Nous voyons aussi le nouveau président, je crois, au sein du KMT à Taïwan, qui a promis, il y a quelques jours environ, un siècle de paix à travers le détroit. Le président Lee, en Corée du Sud, se trouve dans une situation très sérieuse, n'est-ce pas? Je veux dire, un investissement de 350 milliards de dollars pourrait entraîner un effondrement considérable. Les réserves de change de la Corée du Sud s'élèvent à environ 400 milliards de dollars. Forex reserve amounts to about $400 billion. That would be like more than 90% of. Cela représenterait plus de 90% du total. Si tout cela devait affluer d'un seul coup, ce serait impossible. Je veux dire, la Corée du Sud affirme que 200 milliards de dollars pourraient arriver par tranche de 10 milliards. Et qu'en plus de cela, elle aurait une participation de 50-50 dans la construction navale, entre autres. Mais si 350 milliards de dollars étaient imposés et extraits de la Corée du Sud comme un tribut, cela anéantirait l'économie coréenne. C'est simplement pour replacer les choses dans leur contexte. D'un côté, la Chine parvient à résister presque seule à l'assaut impérial, même si je ne veux pas minimiser les alliés qu'elle s'est constitués. Tandis que les États-Unis, surtout sur le papier,
compte beaucoup plus d'alliés. Largely on paper have much more allies, but the rest of the global south is also facing the brunt. We have seen. Mais le reste du Sud global subit également le contre-coup. Nous l'avons vu dans le cas de l'Inde, du Brésil et ainsi de suite. Étant donné cette réalité, et étant donné qu'une grande partie du monde non occidental ne dispose pas des atouts de la Chine, il est d'autant plus important de se relier et, comme vous l'avez dit lors de notre dernière émission, de construire une solidarité pour résister au cœur impérial. Je voudrais donc conclure en vous demandant, en tant qu'observateur occidental, que pensez-vous des réactions du reste du Sud global, pas de la Chine, mais du reste du Sud global, face à cette folie du capitalisme impérial tardif? Pour la grande majorité des gens, je pense que le masque est tombé. S'il a jamais été intact, ils voient désormais à travers. Ils perçoivent la faillite fondamentale du système impérial et de sa prétention à l'universalité. Souvenez-vous, l'Occident a toujours revendiqué ce type d'universalité, de sa morale et de ses normes à l'échelle du monde entier. Et il a affirmé, vous savez, la fin de l'histoire. Or, la Chine a rompu avec cela, parce qu'elle s'est développée selon ses propres termes. Traditionnellement, la doctrine, la doxa, était que si vous vous développez, vous devez devenir plus occidental. Si vous voulez devenir moderne, vous devez devenir plus occidental, plus capitaliste, capitaliste néolibéral. Et il faut reconnaître, et c'est l'autre point que la Chine a démontré, que votre industrie n'a pas besoin de devenir plus intensive en carbone. La Chine a fait voler en éclats ces trois mythes. Vous n'avez pas besoin de devenir occidental. Vous pouvez vous développer selon vos propres termes, d'une manière adaptée à votre propre culture. Dans le cas de la Chine, c'est le socialisme aux caractéristiques chinoises. Vous n'avez pas besoin de devenir capitaliste. Vous pouvez vous développer de la façon la plus appropriée à votre système et à votre peuple. Et vous n'avez pas besoin de devenir plus intensif en carbone. La consommation de carbone de la Chine a atteint son pic. Elle a toujours été, vous savez, une nation créancière en termes d'émissions totales de carbone, car ce sont les émissions totales qui comptent, pas les émissions annuelles, ni les émissions quotidiennes. Le dioxyde de carbone, une fois libéré dans l'atmosphère, y reste entre 300 et 1000 ans. Il faut donc toujours considérer la quantité cumulative. Et si l'on regarde cette quantité cumulative et la part équitable de la Chine par rapport à sa taille, elle a toujours été une nation créancière. Elle a toujours utilisé moins que son budget réel. Mais malgré cela, la Chine a pris des engagements pour se décarboner et elle a commencé à le faire. Elle a déjà, vous savez, atteint son pic d'émissions de carbone et celle-ci diminue. Elle crée des biens publics mondiaux afin que tous les pays du Sud global puissent se développer de manière durable. En somme, elle transforme le développement durable et la technologie durable en un bien public mondial afin que chacun puisse puiser dans les biens communs mondiaux que sont le soleil, le vent et les vagues. Vous savez, les capitalistes occidentaux, ils ne peuvent pas s'approprier le soleil, le vent et les vagues. Et par conséquent, la Chine a offert une méthode et une voie permettant à tous les pays du Sud global de développer leurs infrastructures énergétiques de manière durable. C'est un développement extraordinaire et révolutionnaire. Et bien sûr, on n'en entend jamais parler en Occident, mais c'est fondamental. Et rien que pour cela, je crois que le Sud global comprend les avantages que la Chine apporte au monde. Ils ont vu, à travers la faillite absolue du système impérial occidental et de ses prétentions à une moralité universelle, alors même qu'il s'est construit sur génocide après génocide, culminant dans le génocide actuel, qu'on vous dit ne pas exister. Cette faillite morale totale, absolue et hypocrite, je pense, a été un signal d'alarme pour le monde entier.
Et je pense que cela affecte également les alliés des États-Unis. En Corée du Sud, par exemple, considérés comme un vassal, ils n'ont pas suivi le programme de Trump. Ils ont résisté. Le Japon, lui, l'a fait. À Taïwan, le parti d'opposition parle désormais de rétablir les relations et de renforcer les liens avec la Chine. Le DPP, ainsi que des figures comme William Lai, ont été critiqués dans les médias occidentaux comme étant imprudents et, disons, des électrons libres. On peut donc constater que même parmi les vassaux occidentaux, le discours évolue et les gens commencent à comprendre les choses d'une manière complètement différente. Je pense qu'il y a de l'espoir et de l'optimisme, tout simplement en raison des transformations profondes qui se produisent dans le Sud global, portées et consolidées par l'exemple de la Chine. Nous allons nous arrêter là, Keji. C'était une conversation fascinante et ce fut un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, toujours un plaisir. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.